Bonsoir à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 23 h au sommaire de cette édition. L'Afrique sera demain le cœur et le poumon du monde francophone et plus que jamais l'avenir est ici. Ce sont les propos du Premier ministre Patrick Achi qui participe à Paris à la rencontre des entrepreneurs français. Une rencontre au cours de laquelle le chef du gouvernement a livré les clés de la relance de l'économie ivoirienne. Abidjan sous les eaux, ce mercredi, il s'est abattu une quantité considérable de pluie sur tout le district. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques communes pour voir de près la situation. On fait l'état des lieux dans quelques instants dans cette édition. Et puis, après 2 tests négatifs en 48 heures d'intervalle, la patiente guinéenne atteinte du virus Ebola à Abidjan a été déclarée guérie par les autorités mardi. Si elle ne présente plus de risque de contamination, elle reste hospitalisée pour le moment. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. De la pluie, il y en a eu aujourd'hui sur Abidjan et en très grande quantité. Les équipes de reportage de RTI 1 ont fait le tour de quelques communes du district d'Abidjan pour constater la montée des eaux dans certaines zones comme par exemple Marcory, Koumassi et à Cocody. Le ciel qui n'est pas totalement dégagé annonce encore de la pluie. La population et les usagers de la route sont invités à plus de vigilance. Je vous disais en titre, mardi 24 août, il s'est ouvert à Paris un forum dénommé la rencontre des entrepreneurs francophones, le REF, un forum initié par le mouvement des entreprises françaises de MEDEF et qui entend apporter des réponses à la valorisation des économies francophones. La rencontre voit la participation de plusieurs entrepreneurs ivoiriens, un rendez-vous auquel participe le Premier ministre Patrick Achi. Le chef du gouvernement ivoirien a partagé les clés de la relance de l'économie ivoirienne. Envoyés spéciaux à Paris, Sephora Zegui et Sam Conan. Hippodrome de Paris-Longchamp ce mardi 24 août à l'ouverture de la rencontre des entrepreneurs francophones. 600 chefs d'entreprise francophones de 31 nationalités présentes à ces assises économiques et financières pour sceller une communauté francophone d'affaires unique au monde. Une initiative privée d'entrepreneurs français pour essayer de créer des opportunités d'affaires entre les pays qui ont la langue française en commun. On a tous fait le constat que la France a perdu des parts de marché ces dernières décennies sur le continent africain. Et donc notre ambition, c'est de convaincre les entreprises françaises que leur développement passe par l'Afrique. Pour des raisons évidentes de proximité géographique, de proximité culturelle, de proximité historique, les entreprises françaises se doivent de s'installer sur le continent africain, d'y nouer des relations de confiance et de long terme. Et j'ai envie de dire que le continent africain est incontournable pour toute entreprise française qui aujourd'hui a une stratégie internationale. Au cœur de ces rencontres, comment construire une action efficace autour de la francophonie économique? À cette interrogation, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a indiqué que l'Afrique est prête à prendre sa place au sein de l'espace francophone. Face à la pléthore d'entrepreneurs et représentants patronaux des pays de la francophonie, le Premier ministre ivoirien a expliqué la nécessité de renforcer les échanges économiques et les investissements entre pays francophones et plus particulièrement entre les investisseurs français et les pays du continent africain qui comptent le plus de locuteurs francophones dans le monde. En 20 ans, la France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12 à 7%. Les exportations des entreprises françaises ont ainsi doublé sur un marché qui a quadruplé. Un véritable choc de conscience et d'action, et c'est ma seconde conviction, doit donc s'opérer. Et pour ce faire, il nous faudra mener 3 ruptures majeures. La première, pour les acteurs économiques francophones, est de considérer enfin ce marché presque naturel comme une terre prioritaire pour leurs investissements. Ceux-là même qui, hier, ont pu être détournés pour des délocalisations lointaines, aujourd'hui questionnées par la pandémie. Pendant que d'autres acteurs, bien éloignés de notre communauté francophone, ont eu, eux, le flair de venir prendre les places qui n'étaient plus occupées. Il est temps pour les entrepreneurs francophones de ne plus craindre d'agir ou d'investir
et dosée. La seconde rupture doit être, pour nous tous, une libération, celle du poids d'une histoire complexe, faite de haut et de bas. Mais cette histoire, elle est celle de nos pères, pas la nôtre, ni celle de nos fils. Eux, nos fils, attendent les investissements, les infrastructures, les emplois. N'écoutez pas ces quelques voix qui parlent ici pour eux, sans rien connaître de cette Afrique nouvelle qui naît. Pour notre jeunesse, cette page n'est plus la sienne. Et elle vous attend pour écrire celles qui vont dessiner son avenir et transformer positivement sa vie. La dernière rupture à opérer, elle nous incombe. Nous connaissons les insuffisances de la gouvernance qui ont pu exister dans le monde francophone. Là encore, une page se tourne et notre pays, la Côte d'Ivoire, le prouve. En doublant en 10 ans son PIB par habitant au sortir de 2 décennies de crise, au moyen d'une croissance moyenne de 8% par an jusqu'en 2019. Les Ivoiriens ont accompli sous la gouvernance d'Alassane Ouattara une œuvre collective que bien peu imaginaient. Et notre résilience économique et sanitaire fait face à la pandémie, comme l'ampleur de notre rebond viennent prouver la force de nos fondamentaux. Pour atteindre nos objectifs 2030 consacrés pour le projet Côte d'Ivoire solidaire, c'est-à-dire doubler notre revenu par habitant à nouveau et réduire de moitié notre pauvreté, nous avons fait du développement du secteur privé notre priorité nationale absolue, avec une contribution cible du secteur privé à l'investissement de 25% du PIB d'ici 10 ans. Et ce, tout en réformant en profondeur la culture de notre administration pour en faire demain cet allié indispensable de la croissance des entreprises et plus jamais le frein réglementaire ou humain qu'elle peut encore être aujourd'hui, chez nous comme dans de nombreux pays du monde francophone. Patrick Hachi a eu droit à un standing ovation pour la qualité de son intervention lors de cette première édition de la rencontre des entrepreneurs francophones initiée par le MEDEF. Il a plaidé pour que la seconde édition qui se tiendra en 2022 se fasse en Côte d'Ivoire. Également présente à cette rencontre, Andry Rajolina, le président de Madagascar, garde de l'espoir pour les entreprises africaines qui ont vu leur économie fragilisée par la crise sanitaire. Face aux entrepreneurs, Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, invite les entrepreneurs à plus de solidarité. Au-delà d'une zone culturelle, la France aimerait faire de la francophonie un levier économique et les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne pourraient représenter un relais de croissance porté sur une population jeune et un rattrapage économique. Autre chose à présent, le japonais Masahiko Metoki est le nouveau directeur général de l'Union postale universelle. Il a été élu ce mercredi à Abidjan. Il succède à ce poste au Kenya Hussein Bichar. En fin de mandat, retour sur le vote avec Cheikh Kone. Le japonais Masahiko Metoki est le tout nouveau directeur général de l'Union postale universelle. Il a été élu dès le premier tour avec 102 voix. À la suite d'une élection qu'il a opposée à 2 autres candidats, le Suisse Pascal Clivas, qui a obtenu 40 voix, et 14 voix pour le Belge Jacques Amand. C'est donc le Japon qui va présider à la destinée de l'institution pour les 4 années à venir. Autre élection, celle du vice-directeur général. Elle a été remportée par le Slovène Marjan Oswald avec 86 voix contre 47 voix pour le Camerounais Younous Djibrin et 21 voix pour l'Argentine Marcela Maron. Ce second scrutin très serré s'est déroulé entre 2 tours pour départager les candidats ayant obtenu le plus de voix. Une élection transparente selon les participants qui ont salué le bon déroulement du scrutin. C'était des votes à bulletins secrets et chacun des pays a exprimé son droit de vote de façon démocratique mais secret. Donc la Côte d'Ivoire a choisi son directeur général et les résultats ont donné que Metoki est le directeur général de l'Union postale universelle, comme tous les autres pays. Quel que soit celui qui est élu, l'Union va continuer de marcher sur la base des textes, des règles et puis des sujets à l'ordre du jour, puisque nous avons la stratégie postale d'Abidjan qui doit courir jusqu'en 2024. Nous félicitons le vainqueur et démontre là le leadership du Japon sur les questions postales à travers le monde. Nous le félicitons. Les 2 nouveaux dirigeants de l'UPU ont promis d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Stratégie qui sera adoptée ce jeudi en plénière.
Et sur un tout autre plan, son Excellence Wang Li, ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, a été reçu en audience par le docteur Eugène Akawele. Le président du CSEC et le diplomate chinois ont abordé des sujets clés, des sujets relatifs à leurs différentes institutions. Ils ont aussi parlé de partenariat, mais également de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. L'ambassadeur Wang Li n'a pas manqué de féliciter le président du Conseil économique, environnemental et culturel pour sa nomination à la tête de l'institution. Je vous disais en ouverture d'édition, nos équipes de reportage ont fait le tour de quelques communes du district d'Abidjan pour constater la montée des eaux dans certaines zones, comme par exemple à Marcory, Koumassi et Cocody. En revanche, la rumeur de l'affaissement du pont de la Riviera Golfe a été démentie par les autorités en charge des infrastructures. Le directeur général de l'AGEROUTE était sur les lieux et depuis, les activités ont repris de plus belle à Abidjan. Le constat de Jean-Marc Adjadji. Il est 7 h du matin, Riviera secteur 9 kg dans la commune de Cocody. Des tas d'ordures ménagères jonchent le bitume avec une circulation au ralenti. Preuve de la pluie diluvienne qui s'est abattue depuis 4 h du matin sur toutes les communes du district d'Abidjan. Les populations ont pu éviter le pire. Quand c'est arrivé, il y avait beaucoup de saleté. Bon, l'eau est resté peu, ça a rentré dans mon magasin. Quand mon collègue est là, il a pu m'appeler que l'eau voulait rentrer dans ici. Il s'est arrivé tôt, par la grâce de Dieu, l'eau n'a pas rentré. À quelques kilomètres de là, à la Riviera Palmeraie, non loin de la rue Ministre, les effets de cette pluie ont eu un impact sur le trafic routier. Les gares de taxis communaux tournent progressivement. La pluie nous a empêchés de travailler parce qu'aucun véhicule ne peut circuler, parce que la voie était coupée à deux. On ne peut pas descendre, on ne peut pas remonter aussi. Et maintenant, les gens commencent à sortir. À la Riviera Golfe, le directeur de l'agence de gestion des routes est sur le chantier du pont. L'infrastructure aurait cédé sous la pression de cette pluie diluvienne, selon les réseaux sociaux. Les passerelles de déviation sont sous contrôle, il explique. Il n'en est rien, l'ouvrage il est là, il est en construction, il fonctionne très bien, les déviations aussi sont là, elles sont bien entretenues. Donc pour dire que ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de la désinformation. Donc nous sommes là, nos équipes sont là, elles sont présentes, elles vont intervenir en cas de besoin. Au vu du volume des précipitations enregistrées toute la matinée, la Société ivoirienne de météorologie rassure. Nous avons mesuré depuis 0 h du matin jusqu'à 10 h, 11 h pour toute la ville d'Abidjan, pour chacune des communes, entre 30 mm de pluie et 50 mm de pluie. Mais il faut indiquer que le seuil critique est de 60 mm de pluie. Nous sommes vers la fin de la phase intermédiaire de la saison. Nous allons rentrer progressivement dans la petite saison des pluies. Des rues inondées ont été constatées dans certaines communes à Abidjan. La Sodexam prévoit des averses de pluie par endroits ces 2 prochains jours. Les populations sont invitées à la prudence et à la vigilance. On ouvre la page santé de ce journal arrivé le 11 août dernier en provenance de la Guinée. La patiente porteuse du virus Ebola a été déclarée guérie. Une déclaration faite par les autorités sanitaires. C'était au cours d'un point presse suivi par Salimatou Dia. Bonne nouvelle dans la gestion de la maladie à virus Ebola. La patiente guinéenne, seul cas positif en Côte d'Ivoire à ce jour, est déclarée guérie. Nous avons chez cette patiente fait les 2 contrôles virologiques de 48 heures qui se sont avérés négatifs. Donc on peut considérer que virologiquement elle est guérie. Aujourd'hui, nous allons lever l'isolement de cette patiente puisqu'elle n'est plus contagieuse, mais elle a gardé en milieu hospitalier dans une salle parce que c'est une maladie qui est très astreignante. La patiente est très fatiguée. Nous allons la garder dans une chambre où elle n'est plus isolée et pour pouvoir la remonter au plan physique et la rétablir au plan psychologique parce que c'est assez difficile ces derniers jours d'isolement. La Côte d'Ivoire est entrée dès ce mardi 24 août dans une phase de décompte de 42 jours. Après discussion avec nos partenaires techniques, l'OMS en particulier, nous faisons le décompte des 42 jours. À partir desquels, à la fin, on pourra dire que la Côte d'Ivoire est indemne de la maladie si nous n'avons pas de nouveaux cas. Pour mettre les chances de leur côté, les autorités sanitaires poursuivent la recherche des cas contacts qui ont effectué le voyage avec la patiente. En plus des 6 personnes retrouvées à San Pedro et à Douekoué, une autre s'ajoute à la liste. Un contact que nous avons retrouvé à Tui, qui est situé entre Meyagui
et Saint-Pédro, nous avons retrouvé un contact à Tuy. Et les 4 convoyeurs sont repartis en Guinée, mais nous les considérons comme des contacts que nous avons retrouvés. Quant à la surveillance aux frontières, 12 personnes ont été interceptées entre Ouaninou et Mans, puis refoulées. Santé toujours, l'Institut national de l'hygiène publique a présenté aux médias la plateforme AFIA. Il s'agit d'une application mobile dédiée à la surveillance digitale participative des infections respiratoires et de la Covid-19, une application financée à hauteur de 60 millions de francs CFA par l'Agence française de développement. On retrouve encore une fois Salimatou Dia. C'est un nouvel outil de la stratégie de surveillance sanitaire digitale. AFIA, un outil numérique qui vise à recueillir de façon hebdomadaire des données sanitaires auprès des populations. Citoyen lambda, lorsqu'il télécharge l'application, on va juste lui demander est-ce que cette semaine vous avez fait de la fièvre, est-ce que vous avez toussé, vous avez éternué, vous avez eu des difficultés respiratoires. Donc chaque semaine, ce citoyen renseigne cette information qu'il partage à travers cette application. Nous allons recueillir toute cette série d'informations, en plus des informations dont nous disposons déjà à travers notre système de surveillance habituel. Nous allons arriver à établir un modèle de prédiction épidémique. C'est donc un outil innovant qui nous permet de veiller en permanence sur l'état de santé de nos populations. Des informations capitales qui visent à mettre en place des mesures de prévention. Les hommes des médias et de la communication sont mis à contribution pour faciliter l'adhésion des populations à cet outil. Le CICG va aux côtés donc de l'INHP mettre en place un certain nombre d'outils, notamment l'organisation de webinaires communs afin de pouvoir mutualiser donc les bases de données que nous avons pour amplifier l'impact de chacune des actions. Nous allons également nous appuyer avec nos réseaux de partenaires, notamment la Croix-Rouge, les partenaires au développement avec lesquels nous interagissons au quotidien, afin de véritablement intégrer donc cette plateforme dans les habitudes et les usages donc des citoyens. Pour cette phase pilote, ce sont 5000 abonnés de plus de 18 ans qui sont attendus d'ici la fin de l'année. Et on fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 25 août. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 25 août 251 nouveaux cas de Covid-19 sur 3914 échantillons prélevés, soit aussi 6,4% de cas positifs, 133 guéris et malheureusement 11 décès. À la date du 25 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 54 038 cas confirmés, dont 52 834 personnes guéris, 413 décès et 791 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 875 540. Le 24 août, 5 415 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 293 296 doses du 1er mars au 24 août. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Autre chose à présent, dans la région de Soubré, 43 km et demi de pistes rurales seront réhabilitées par la Promac, l'association des professionnels de caoutchouc de Côte d'Ivoire. Il s'agira à terme de permettre aux producteurs d'EVA de sortir leurs produits des champs. Dangui. Roa, Bakayo et Kayo sont des villages du département de Soubré. Depuis avril 2021, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, y réalise des travaux d'entretien de pistes. Ce sont au total 43,5 km en travaux de reprofilage lourd, avec traitement de points critiques dont bénéficient les populations de Soubré. Le travail est en tout cas énorme. Il y a pratiquement 8 campements qui vont de Bakayo jusqu'à Nyoboyo. Donc on a besoin de cette route. C'est nécessaire pour nous. Si on veut charger les trucs pour aller au marché, ici et puis là-bas, ça fait 9 km. Maintenant, APROMAC est venu, il nous a fait route là pour nous donner. Ces travaux de piste à Soubré vont coûter à l'APROMAC plus de 506 millions de francs CFA. Les pistes seront livrées fin octobre 2021. L'APROMAC va continuer, c'est faire en sorte qu'on pérennise toutes les actions que nous sommes en train de mener. Donc, ce sont des actes pérennes que nous voulons poser.
faire donc en sorte que ces routes-là tiennent et vraiment que ce soit dans la durabilité. En plus du département de Soubré, la filière EVA conduit également des travaux à Gagnoa, Ira et Sassandra. Un total de 120,6 km de pistes d'accès aux plantations d'EVA à réhabiliter pour un montant d'environ 1,670 milliard de francs CFA financés sur fonds propres par la Promac. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra s'engage à booster le développement de sa zone. Philippe Léré a rencontré la population des différentes régions de son district. Il s'agissait pour lui de les informer officiellement de sa nouvelle mission à la tête du district. Envoyé spécial, Éric Goré. C'est sa première sortie officielle en tant que ministre-gouverneur. Retour au bercail de l'enfant prodige, qui a reçu sa feuille de route des mains du président de la République, qu'il a nommé le 18 juin dernier en qualité de ministre-gouverneur en charge du district autonome du Bas-Sassandra. Philippe Dakpa Légré choisit San Pedro et Sassandra pour cet événement historique. Les populations Néo, Godier, Bakoué et Kodia sont représentées pour être témoins de cet événement. Corps constitué, tête couronnée, jeunes, femmes, enfants et hommes sont reconnaissants au président de la République. Nous sommes entièrement reconnaissants à son Excellence Alassane Ouattara parce que depuis son accession à la magistrature suprême, notre région n'a pas été oubliée. Depuis l'indépendance, nous étions sans lumière. Aujourd'hui, tous nos villages sont presque électrifiés. Monsieur le ministre Légré, dites au président que nous sommes avec lui parce que nous sommes pour le développement. Prenant la parole, le ministre-gouverneur a invité les populations du district autonome du Bas-Sassandra à l'entente avant de définir sa mission. Lors de cette tournée-là, donner notre programme d'activité, parce que nous avons un programme d'activité qui, d'ici, que nous allons exécuter avant décembre. C'est lui de faire une tournée encore dans tous les départements. Nous avons 8 départements et puis des sous-préfectures, des grandes sous-préfectures. Et ça nous permettra de sortir un livre blanc avec les besoins mis à jour. Et c'est à partir de tous ces livres blancs que nous allons confectionner nos programmes, nous allons sortir des projets qui vont pouvoir donner du travail aux jeunes. Désormais, la Côte d'Ivoire compte 14 districts autonomes. Le district autonome du Bas-Sassandra comprend 3 régions. La région du Boclé, de la Nawa et la région de San Pedro. Le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi a, lui, procédé au lancement des activités du district de la vallée du Bandama. C'était samedi dernier à Dabakala, dans la région de Hambol. Jean-Claude Kouassi a exhorté les populations à une franche collaboration pour la réussite de sa mission, celle de la consolidation des actions de développement. Le reportage de Charles Tatou. Le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama dans le Hambol pour une prise de contact avec les populations de cette région. Et c'est la ville de Dabakala, théâtre de cette rencontre. Comme il est de coutume en matière de visite dans une localité, les civilités précèdent toujours la cérémonie officielle. Ici, l'option choisie par Jean-Claude Kouassi, des rencontres de proximité. D'abord au corps préfectoral, ensuite les maires de la région et enfin les députés et les conseillers régionaux du Hambol. Des rencontres de proximité nourries d'échanges sur les réalités à chaque niveau d'instruments de développement local. Nous avons échangé avec lui et il nous a donné la certitude qu'il sera à notre écoute et nous avons donné aussi la garantie que nous serons disponibles pour lui pour mener à bien la mission qui lui a été assignée par le président de la République. Depuis sa nomination, nous sommes donné les moyens d'aller lui rendre les civilités à sa résidence à Abidjan pour le féliciter et nous mettre à sa disposition aux côtés donc des ministres Ali Koulibaly et Kamara Thomas pour travailler en symbiose. Nous avons des doléances, nous sommes là pour lui exprimer nos besoins et donc nous attendons. Après les civilités, le ministre-gouverneur sur les lieux de la rencontre avec toutes les couches sociales de la ville mobilisées pour la circonstance. Jean-Claude Kouassi est revenu sur les missions des ministres-gouverneurs, non sans parler de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le district va être chargé de contrôler, de coordonner
et de réaliser ce qui n'est pas fait au niveau de la commune et au niveau de la région. Nous sommes face à une règle de la subsidiarité qui veut que ce qu'on sait faire à un niveau, on ne le fasse pas à un autre niveau, en sorte que, même dans la rareté, nous optimisions l'utilisation de l'argent du contribuable qui nous est confié. Après Dabakala, dans le handball, le ministre-gouverneur sera à Bouaké pour la même cause. Un mot de culture à présent. Après 2 ans d'interruption due à la Covid-19, l'Abissa se tiendra cette année du 24 octobre au 7 novembre à Grand Bassam. La grande fête qui valorise la culture Nzima se tiendra dans le respect strict des mesures barrières. Retour sur le lancement de l'événement avec Issa Chonayo. C'est désormais officiel. L'Abissa 2021 aura lieu du 24 octobre au 7 novembre prochain. L'information a été donnée ce week-end à Grand Bassam au cours d'une cérémonie de lancement. Si l'année dernière, les populations ont eu droit à un Abissa exceptionnel qui s'est déroulé sur un seul jour du fait du coronavirus, cette année, le déroulé normal va se faire tout en respectant les mesures barrières. Le roi nous avait dit qu'il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec. Donc depuis 1 an, nous avons à travailler sur ce défi qui est de dire organiser un Abissa en période de pandémie. Ça veut dire prendre en compte de nouveaux critères. Critères de gestes barrières, critères de sécurité sanitaire, critères aussi d'apprentissage de ce qui se fait au niveau mondial, de qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui. L'Abissa est la valorisation de la culture des Nzima Kotoko. La transmission de cette tradition aux plus jeunes est plus qu'une nécessité pour les aînés. La richesse du peuple Nzima, c'est d'éclairer un événement multiséculaire par un angle nouveau. Et l'angle nouveau, c'est cette préoccupation que nous avons en disant est-ce que nos jeunes, les jeunes du peuple Nzima connaissent les valeurs, connaissent vraiment leurs racines. Et c'est cette interrogation qui a amené le roi, la notabilité, les reines-mères à dire qu'il fallait éclairer l'Abissa par ce volet de tradition. Pour les garants de la tradition Nzima, cette autre édition va respecter tout le processus initiatique. Le premier jour de l'Abissa qui est le Goazo, cette tradition qui consiste à prendre à la famille des Mvavili, de prendre le tam-tam et de le présenter au roi et demander donc la permission et que le roi met ce tam-tam à la disposition du peuple, c'est une tradition, le respect de la tradition. Mais l'autre tradition qui est respectée avec beaucoup de rigueur, c'est cette critique sociale. L'un des moments forts de cette cérémonie de lancement est le plaidoyer du comité d'organisation afin que l'Abissa soit inscrit sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, comme le Djegele et le Saoudi. On continue à parler de culture, notamment de musique. L'artiste chanteur Eskeli n'est plus de son vrai nom parfait. Francis Tareg a tiré sa révérence dans la nuit du mardi à mercredi dans une clinique de la ville de Bouaké. L'artiste souffrait d'un mal à la cage thoracique depuis dimanche dernier. Il avait 42 ans. L'éclairage de Charles Tato. La nouvelle du décès de l'artiste Eskeli s'est propagée comme une traînée de poudre à Bouaké et dans les autres villes du pays. Nous nous sommes rendus à la clinique, lieu du décès, et à la morgue où est transféré le corps sans vie de l'artiste. Ici, une atmosphère de frisson. Des artistes locaux, surtout ses confrères, avec qui il avait un concert ce samedi 28 août, sont dans la consternation. On a préparé un concert le 28 de ce mois, le 28 août. Nous sommes doublement peinés parce que c'est d'abord un grand frère, un parrain. Et aujourd'hui, apprendre à 3 jours de l'événement qu'il décède, c'est vraiment fort pour nous. Une grosse perte pour les acteurs du monde culturel de la région de Gbeke. Son retour même à Bouaké a apporté vraiment beaucoup pour le showbiz de la région de Gbeke. Il soutient beaucoup les artistes. Il a accompagné tout ce qui est vraiment événement à Bouaké. C'était vraiment un conseil pour nous. À Konakako, village d'origine de l'artiste, des femmes sont en pleurs.
Et des jeunes qui bénéficiaient de la largesse de l'artiste ne sont pas en reste. Il aidait tous ceux qui étaient dans le besoin. J'ai un petit mal. Je vais vers Eskéli. Je n'ai rien, je vais vers Eskéli. Eskéli te donne pour soigner ton mal. Sans poser de questions. Parfait Tareg dit Eskéli souffrait d'un mal de poitrine accompagné de toux depuis dimanche 22 août 2021, selon son infirmier traitant. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait au moins une toux qui persistait. Alors je lui avais dit d'arrêter de prendre la cigarette et de l'alcool parce que son état vraiment n'est pas beaucoup rassurant. Je suis reparti encore sur lui à la maison et j'ai vu qu'il était un peu soufflé. Voilà, c'est ça, bon, il a demandé qu'on le fasse partir à la clinique. Eskéli s'est éteint à l'âge de 42 ans. Il avait plusieurs chansons. Les plus célèbres sont Konami, Ma copine Ekpata et Mohamed Ali. Et la Côte d'Ivoire qui perd une valeur sûre de la musique coupée décalée. Dans l'actualité hors de chez nous, les talibans se sont engagés à laisser partir d'Afghanistan les Américains et les Afghans à risque après le 31 août, date du retrait des troupes américaines, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken ce mercredi 25 août. Depuis la prise de la capitale par les talibans le 15 août dernier, les vols commerciaux sont interrompus. Des milliers d'Afghans sont massés depuis des jours devant l'aéroport international de Kaboul, sécurisé par 6000 soldats américains. Dans l'espoir d'être évacués, certains y campent avec leur famille entière. Et c'est la fin de cette édition. Merci de passer une agréable soirée avec le programme de RTI 1. Bonsoir et que la paix soit chez vous.